Madame Salmona. Bonjour, donc merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette audition. Donc, je suis Muriel Salmona, je suis donc psychiatre spécialisée depuis plus de 20 ans en psychotraumatologie, particulièrement dans la prise en charge des victimes de viols et de maltraitance, quelles qu'elles soient. Et présidente d'une association qui est Mémoire traumatique et victimologie, qui est une association à la fois d'information, de formation, de recherche, et aussi qui fait tout un plaidoyer pour améliorer justement la prise en charge des victimes et beaucoup de formations, même d'ailleurs auprès des magistrats et de tous les professionnels qui prennent en charge les victimes. J'ai fait partie aussi de la MIPROF. Alors ce que je voulais vous présenter, surtout, ça va être l'enquête. On a fait une grande enquête nationale soutenue par l'UNICEF sur l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte sur 1214 victimes. Et qui du coup permet de voir tout leur parcours de soins et de voir effectivement ce qu'elles ont vécu, l'impact que ça a eu sur leur santé, sur leur vie, et puis quelle a été la prise en charge. Alors ce qui apparaît bien entendu, c'est que l'impact sur leur santé est majeur, ça on le sait. Avoir subi des violences sexuelles, particulièrement dans l'enfance, représente un problème de santé publique majeur. Dans notre enquête, 96% des victimes de violences sexuelles disent dans l'enquête qu'elles ont un impact sur leur santé mentale, 96%, et près de 60% un impact sur leur santé physique. Une victime sur deux a fait des tentatives de suicide, une victime sur deux a des conduites addictives, une victime sur deux fait des dépressions à répétition, et une victime sur deux traverse des périodes de grande précarité et de marginalisation. Et aussi 70% des victimes de violences sexuelles vont subir à nouveau des violences. Le premier facteur de risque de subir des violences sexuelles, c'est d'en avoir subi déjà. Et tous ces impacts sur la santé, il y a une grande enquête, une grande revue ILIS, faite par ILIS avec l'OMS en 2016, sont liés aux troubles psychotraumatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles psychotraumatiques, ce n'est pas uniquement un impact psychologique, c'est aussi un impact neurologique avec des atteintes neurologiques et des atteintes des circuits émotionnels et de la mémoire, avec un impact à très long terme. Que ces atteintes neurologiques, avec une prise en charge psychothérapique, régressent. Et que ne pas offrir des soins et une prise en charge en psychothérapie spécialisée pour les victimes de violences sexuelles, c'est une perte de chance très importante. Sur l'ensemble des violences sexuelles qu'avaient subies toutes les personnes de notre enquête, 81% avaient commencé à subir les violences sexuelles avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. L'immense majorité des victimes de violences sexuelles sont les enfants. Ça démarre très tôt et il faut savoir que ce sont les enfants et les personnes les plus vulnérables. Les personnes handicapées, on sait, il y a une étude qui est sortie d'ailleurs aux États-Unis, où elles peuvent subir jusqu'à 10 à 12 fois plus de violences sexuelles. Les femmes qui présentent un handicap mental et les personnes qui, par exemple des troubles autistiques, sont 90% à avoir subi des violences sexuelles. Donc plus les personnes sont vulnérables, plus elles sont jeunes, plus elles subissent des conséquences gravissimes. Plus elles sont jeunes, plus ces violences ont lieu à l'intérieur de la famille. 50% des violences que subissent les enfants sont subies à l'intérieur de la famille. 96% par des personnes connues et donc 50% à l'intérieur de la famille. Et ce sont les violences qui vont avoir les impacts les plus lourds. On a plein d'études internationales que l'OMS a reportées d'ailleurs en 2016 et j'ai fait un manifeste à ce propos-là aussi contre l'impunité des crimes sexuels mais aussi sur les violences faites aux enfants et qui démontrent qu'avoir subi des violences dans l'enfance, particulièrement si ce sont des crimes comme les viols, c'est la première cause de mortalité précoce, première cause de mourir précocement, première cause de suicide par rapport à toutes les autres causes. Première cause de conduite addictive, alcool plus alcool, c'est des stratégies de survie. Première cause de dépression, première cause effectivement de violence à répétition, premier facteur de risque aussi de commettre des violences. Donc l'impact sur la santé est énorme, c'est sur la santé mentale et aussi sur la santé physique, avec une première cause aussi de troubles cardiovasculaires, bronchopulmonaires, des bronchopneumopathie, Gilles va en reparler certainement, des troubles immunitaires profonds, des risques de cancer,
des troubles gastro-entérologiques, des troubles gynécologiques très lourds. Et bon, je pourrais faire, si ça vous intéresse, vous aurez tous les éléments que je vous ai donnés dans les documents. Donc l'impact sur la santé est majeur. Le problème énorme, et cette perte de chance est scandaleuse en quelque sorte, c'est que les professionnels de la santé, j'y vais certainement y revenir, ne sont pas formés. Ils ne sont toujours pas formés dans l'ensemble en initial ni en continu. On sait, en international, toutes les études ont démontré que 60% de la psychiatrie, c'est de la psychotraumatologie. Les internes en DES de psychiatrie, actuellement, ne sont toujours pas formés en psychotraumatologie. C'est 60% de la psychiatrie. Donc on a un retard considérable. Si on veut que les choses changent, il faut absolument que ça change. Vous savez que les victimes sont très peu nombreuses à pouvoir parler du fait de toutes les conséquences psychotraumatiques. Mais ce qu'elles nous disent, c'est que dans les victimes de violences sexuelles, sont 30% à dire que le premier recours, c'est le psychiatre. 27%, c'est le médecin généraliste. Donc, c'est les médecins qui sont le premier recours. Le seul moyen pour... il ne faut pas attendre que les victimes parlent, il faut aller au-devant d'elles. Et le seul moyen qui a été repris, d'ailleurs, par Marlène Schiappa et Emmanuel Macron, donc ça fait plaisir par rapport... C'était vraiment une demande importante, une de nos demandes importantes, c'est le dépistage universel, systématique. Il faut demander aux gens s'ils ont subi des violences sexuelles. C'est le seul moyen de les protéger. Et c'est le seul moyen de les prendre en charge. Mais il faut que ça suive aussi au niveau prise en charge, donc au niveau des médecins. Et c'est tous les médecins qui doivent être pris en charge, hein, puisque ça concerne la santé en général. Les soins fonctionnent, en plus. Ça permet vraiment d'éviter la majeure partie des conséquences très graves que je vous ai citées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de notre enquête qu'on a faite, on avait demandé, par rapport à la prise en charge qui avait été faite pour les victimes, on a vu, et là-dessus on rejoint les études aussi qui ont été faites en Belgique, c'est que pour les victimes, il y a à peu près que 10 à 20% des victimes de viol qui vont avoir une prise en charge en urgence. C'est une urgence médico-légale très importante, une urgence médicale et psychiatrique, le viol. C'est-à-dire que non seulement il faut faire de la prévention au niveau bien entendu, prendre en charge sur le plan de la santé les victimes, mais aussi faire de la prévention au niveau des maladies sexuellement transmissibles, d'une grossesse. Nous, on a 10% des victimes de viol qui ont une grossesse, dont 25% qui vont se retrouver à garder la grossesse, avec toutes les conséquences gravissimes que ça peut avoir. Il faut l'avoir en tête, que le viol, à partir de 12 ans, à peu près 13 ans, ça amène des grossesses, qu'il y a beaucoup de mineurs aussi qui ont des grossesses précoces, avec les conséquences gravissimes que ça a. Donc il faut une prévention. Et là, on a vu que 78% donc, des victimes de viol n'avaient pas eu de prise en charge en urgence. Et quand elle a eu lieu, elles sont très nombreuses à ne pas avoir reçu de soins. Et plus de 80% n'ont pas bénéficié d'une prévention des maladies sexuellement transmissibles. On a les mêmes résultats en Belgique. Hein. Les médecins ont recherché des idées suicidaires qui sont vraiment très importantes et qui sont un facteur de risque très important, que dans 5% des cas, ils ont pensé à poser la question que dans 5% des cas, seuls 3% des victimes déclarent avoir été interrogées sur le danger qu'elles pouvaient encourir. La recherche d'ADN n'a été effectuée que pour 15% des victimes de viol. Et donc elles sont aussi très nombreuses, je crois que c'est aussi pareil, c'est à peu près 15 à 20% qui ont reçu une prévention pour la grossesse. Donc là, il y a vraiment une nécessité aux urgences, dans le cadre des urgences, de former. Et sur les soins à plus long terme, donc dans 41% des cas, pour toutes les victimes, aucun des médecins, psychiatres et psychothérapeutes consultés n'ont recherché ou diagnostiqué des troubles psychotraumatiques. Pour 38% des victimes, les soins n'ont pas du tout été axés sur les violences subies. Seuls 22% estiment que les violences sexuelles ont été au centre de la prise en charge. Et au total, une victime sur 3 n'a pas pu trouver de psychiatre dans le cadre de sa prise en charge. Et il a fallu en moyenne 13 ans aux autres victimes pour trouver enfin une prise en charge adaptée. Voilà. Donc ça, vous aurez tous ces éléments, mais c'est pour montrer à quel point là, on est vraiment en panne, on est en défaillance très importante. C'est une urgence absolue actuellement. Des enfants sont violés, des femmes sont violées à répétition. Ça a un impact très lourd sur leur santé, sur leur vie de tous les jours. Le plus souvent, elles vont développer, et ça, il va y revenir, énormément de symptômes très lourds, avec des douleurs chroniques, avec des symptômes somatiques très importants, qui ne vont jamais être reliés aux violences subies. C'est comme les troubles, par exemple, addictifs.
On n'est pas alcoolique ou toxicomane pour rien. Dans plus de 90% des cas, on retrouve des violences graves de l'enfance, particulièrement des violences sexuelles. Donc on est encore en situation où on peut recevoir en urgence une adolescente qui a fait une tentative de suicide sans lui poser la question qui devrait être absolument systématique. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez subi des violences sexuelles? Est-ce que vous avez subi des violences? On peut recevoir une adolescente pour une demande d'IVG actuellement sans lui poser la question est-ce qu'elle a subi des violences? On peut retrouver aussi des adolescentes qui ont des grossesses précoces sans leur poser la question. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est vraiment important. Donc il faut que tout le monde soit formé et il faut effectivement qu'il y ait une prise en charge. C'est-à-dire que si les victimes font des démarches au niveau judiciaire, vous savez qu'elles sont peu à le faire, si elles n'ont pas de prise en charge en parallèle, ça va être une catastrophe pour elles et ça augmente les risques suicidaires. C'est nécessaire qu'on ne les matérialise pas dans les prises en charge judiciaires et c'est nécessaire qu'elles aient un suivi. Donc, en fait, ce que demandent les victimes, c'est la formation des professionnels, c'est un accès à des centres de soins qui soient répertoriés, avec vraiment un parcours très fléché, avec des professionnels formés, psychiatres, psychologues, mais aussi des médecins généralistes. Mais c'est absolument nécessaire. Donc, avec la délégation générale de l'offre de soins, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet de centre de soins pluridisciplinaire dont on a parlé, dont on vient de parler. Ces centres, le projet, c'est d'en avoir 100, un par département, en France et en Outre-mer, qui soient financés par la Sécurité sociale, donc gratuits, accessible. Vous savez qu'on a une loi au niveau du Code de la Sécurité sociale qui permet des soins gratuits pour les enfants victimes de violences sexuelles tout au long de leur vie. Normalement, avec le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants, ça devrait être élargi à toutes les violences et aussi aux adultes avec le 5e plan. Donc, et ces centres, du coup, on a eu le bonheur d'entendre là notre président, M. Emmanuel Macron, nous dire qu'ils allaient donc en déployer ce qu'on avait demandé, 10. Donc rapidement. En hôpital. Oui, pas en hôpital, en lien avec une structure hospitalière pour que justement il y ait la prise en charge médicale et la prise en charge en urgence. Ça permettrait aussi que toutes les procédures aussi judiciaires puissent se faire dans des lieux sécurisés. Vous savez, le dépôt de plainte, voilà. Donc ça, on a un cahier des charges qu'on a mis en place. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et ça, je pense que ça changerait la donne, parce que ça, c'était ce qui était demandé en priorité par les victimes. Donc cette formation, et de tous les professionnels, il faut absolument qu'il y ait une formation en initiale. Ça, on se bat avec la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences. On a avancé beaucoup, on a produit des outils. Mais on fait des formations, on fait beaucoup de formations, mais là où ça achoppe, c'est vraiment au niveau de la formation initiale. Donc là, il faut prendre des décisions. Ce n'est pas possible, c'est une perte de chance scandaleuse. Enfin, je veux dire, pour autre chose, c'est-à-dire que par exemple, si on n'avait pas suffisamment de scanners, si on ne pouvait pas faire d'intervention au niveau cardiologique pour des problèmes ischémiques, ça serait impensable, ça ferait un scandale absolu. Là, il s'agit de victimes qui le plus souvent ont été victimes dès l'enfance, qui donc sont extrêmement impactées et qui, en plus, souvent sont des personnes extrêmement vulnérables. Donc, il faut agir pour elles. Les conséquences, je finirai là-dessus, les conséquences psychotraumatiques, donc ça va générer des troubles de l'état stress post-traumatique, donc près de 80% des victimes de violences sexuelles développent des troubles psychotraumatiques. Pour les enfants, c'est quasiment 100% à long terme. Ils sont centrés sur une mémoire traumatique qui fait revivre comme une sorte de machine à remonter le temps infernale, les pires moments des violences. Donc c'est absolument intolérable, avec des angoisses, exactement comme pour les victimes du Bataclan que je prends en charge, qui du coup, d'un seul coup, revivent l'événement comme s'ils y étaient. Et aussi des troubles, ce qu'on appelle dissociatifs, c'est-à-dire que tant que les victimes sont exposées aux violences, il y a un mécanisme de survie qui se met en place. J'en ai parlé d'ailleurs pour les 13 enfants qui ont été séquestrés, où on me posait la question, mais pourquoi ils ne se sont pas sauvés ? Ils étaient complètement dissociés, anesthésiés. C'est une anesthésie de survie pour ne pas mourir. C'est le cerveau qui fait déconnecter le circuit émotionnel pour que les personnes ne meurent pas, tellement c'est d'une violence et d'un stress absolu. Et puis, des conduites de survie qui sont des conduites d'évitement qui vont avoir un impact sur la vie des victimes. Ça va être
énorme, et puis des conduites dissociantes qui vont aussi relayer pour que la dissociation de départ, pour que les victimes s'anesthésient, parce que c'est tellement intolérable de revivre le pire, de revivre un viol qu'on a subi par exemple à 5 ans, à 10 ans, c'est tellement intolérable que du coup les victimes ont recours à de l'alcool, à des drogues et à des mises en danger, des conduites d'automutilation qui s'expliquent parce que ça fait monter un stress très important. Elles sentent que leur mémoire traumatique va exploser. C'est absolument intolérable avant que ça ne survienne, parce qu'il y a plein de situations qui vont faire lien et qui vont faire exploser cette mémoire traumatique et leur faire revivre le pire, une odeur, une situation, une heure dans la journée, quelqu'un, un regard, une sensation, une douleur, enfin plein de choses qui vont réallumer. À ce moment-là, elles vont créer un stress extrême, par exemple en se scarifiant. Ça va les faire disjoncter, ça les va faire dissocier, ça va faire déconnecter le circuit émotionnel, les anesthésier, ce qui fait qu'elles vont arriver au moment où ça risque d'exploser complètement anesthésiée. J'avais une patiente qui a été violée à l'âge de 7 ans, qui, comme ça, quand ça commençait à monter, se mettait sur le rebord de la fenêtre avec un Walkman au 5e étage et elle se balançait. Elle ne ressentait plus rien après. C'est ça, hein? Voilà. Et des conduites aussi de mise en danger. Voilà. Et je voulais aussi finir par le risque de situation prostitutionnelle pour les plus jeunes. Les jeunes qui ont subi des violences sexuelles, les situations prostitutionnelles, on retrouve 60 à 90% de violences sexuelles dans l'enfance. C'est-à-dire qu'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, ça entraîne cette dissociation traumatique très importante. Et du coup, c'est des cibles de choix pour les proxénètes, parce qu'elles vont pouvoir supporter l'insupportable, parce qu'elles sont anesthésiées, mais ça va avoir quand même un impact. Donc, cette dissociation est très embêtante, parce que plus les victimes sont en danger, plus elles sont en situation de subir des violences ou d'être en contact avec les agresseurs, plus elles vont être dissociées, moins on va les remarquer en tant que victimes parce qu'elles vont être complètement déconnectées. En plus, on fonctionne par empathie avec des neurones miroirs. Si on est en face de quelqu'un qui est complètement anesthésié, on ne ressent rien. Et du coup, les professionnels ne vont pas ressentir les choses. Donc, il faut qu'ils soient informés, que ce soit tous les professionnels, hein, parce que je forme les magistrats là-dessus, c'est super important. Il faut qu'ils soient informés là-dessus. Et d'autant plus, il faut poser la question, parce que si on ne pose la question que si on soupçonne que peut-être il y a des violences, on va passer au travers de plein de victimes. Voilà, donc au nom de toutes les victimes que je représente, je vous remercie de votre attention. Donc, je voulais rajouter qu'il y a énormément d'études internationales qui démontrent l'effet extrêmement positif de la prise en charge des troubles psychotraumatiques. Je vous l'ai dit, c'est des atteintes neurologiques, ça entraîne aussi des atteintes du circuit émotionnel, ça, du coup, est responsable d'énormément de maladies liées au stress. À partir du moment où on traite les troubles psychotraumatiques, qu'on intègre la fameuse mémoire traumatique en mémoire autobiographique, les gens ne revivent plus continuellement l'horreur, on les protège déjà, ils revivent plus continuellement l'horreur, et du coup ils ont plus le même niveau de souffrance, le même niveau de conduite d'évitement, le même niveau de conduite dissociante avec toutes les conséquences sur la santé que peuvent avoir la prise d'alcool, la prise de drogue et toutes les mises en danger qu'il peut y avoir, et ils vont en fait ne plus avoir aussi toutes les maladies liées au stress. Donc ça a été démontré par une grande enquête qui s'appelle l'enquête d'Illis, que la prise en charge des troubles psychotraumatiques permet d'éviter énormément, quasiment la totalité des conséquences sur la santé des violences sexuelles. Donc voilà. Donc, et nous, on avait fait une première enquête en 2009 qui avait montré que ça aussi, je ne voulais pas donner, mais je vous la transmettrai parce que là, c'était plus sur effectivement l'effet des prises en charge en psychotraumatologie, avec un effet extrêmement positif pour près de 90%, plus de 90% des patientes. On sait aussi que ça permet d'éviter la prise en charge la prise de médicaments, parce que le plus souvent, la mémoire traumatique peut être prise pour des hallucinations, des troubles psychotiques. 16% des victimes de viol peuvent être traitées pour des psychoses qu'elles n'ont pas, particulièrement les plus jeunes, avec des schizophrénies qui n'existent pas, pour des troubles psychiatriques lourds qu'elles n'ont pas, et aussitôt qu'on les prend en charge, on arrête les neuroleptiques, on les sort de ces diagnostics-là. Quand les enfants ont subi des violences sexuelles, ils peuvent être diagnostiqués aussi avec retard mental. Moi, j'ai plein d'exemples de jeunes qui, une fois qu'ils sont pris en charge, sortent des diagnostics les plus lourds, reprennent des études quand ils vont mieux,
et font des études supérieures alors qu'ils étaient en échec scolaire total, complètement déscolarisés et considérés comme des débiles mentaux. Enfin, je veux dire, ça change la donne. Et puis, bien entendu, on évite énormément d'arrêts de travail, d'invalidité. Voilà. Donc, là-dessus, c'est absolument énorme, avec un coût extrêmement faible. Parce que je veux dire, les prises en charge, parce que en fait, le traitement qu'on utilise, vous avez dû en entendre parler, c'est essentiellement les bêta-bloquants, parce que ça diminue le stress, donc ça diminue les allumages de mémoire traumatique. Donc, c'est un médicament cardiovasculaire qui diminue la sécrétion d'adrénaline. Sinon, quand les personnes ont une souffrance mentale très importante, on leur donne effectivement des anxiolytiques, mais on n'a besoin d'aucun traitement, sinon psychotrope. C'est-à-dire que moi, je distribue pas des psychotropes. Et du coup, on change la donne. Et puis, je pense, au-delà de ça, on sort d'une souffrance extrême, parce que c'est un enfer, les troubles psychotraumatiques. On sort d'une souffrance extrême des victimes et on évite qu'elles soient aussi revictimisées. C'est-à-dire quand on traite les troubles psychotraumatiques, du coup, elles sont plus avec cette mémoire traumatique et ces effets dissociants. Et du coup, elles sont plus ciblées aussi par les agresseurs. Voilà, donc il y a aussi tous ces éléments-là. Madame Salmona, je vous en prie. Je voulais rebondir un petit peu aussi pour donner un élément d'explication sur cette situation. Les violences sexuelles sont commises essentiellement sur des femmes, des filles. On a déjà évoqué les chiffres, hein, c'est 93 000 viols et tentatives de viol par an pour des femmes, 16 000 pour des hommes. Et si on croise les chiffres avec plusieurs enquêtes, ça fait à peu près 130 000 filles par an qui subissent des viols et des tentatives de viol, et plus de 30 000 garçons. C'est une fille sur 5 qui subit des violences sexuelles. Donc ce sont les femmes qui sont en première ligne, les filles, les femmes, et toutes les personnes qui sont les plus vulnérables. Ça fait partie de la domination. Je veux dire et ça explique beaucoup pourquoi on en est là. Le déni, la loi du silence, la culture du viol fait que on a fait taire les victimes et que du coup elles n'ont pas été protégées. Dans notre enquête, 83% des victimes de violences sexuelles n'ont jamais été ni protégées ni reconnues. Donc c'est énorme. En plus, avec la dissociation, je vous ai dit, elles ont des amnésies traumatiques qui peuvent durer parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui font partie de la définition du trouble psychotraumatique. Du coup, mais elles vont continuer à être victimes. Donc il y a cet élément-là. Et ce qu'il faut aussi savoir, ça c'est vraiment important de voir que c'est aussi le sexisme, c'est aussi cette domination masculine et ce rapport de force qui ont fait que la très très grande majorité des agresseurs sont des hommes, et du coup la très grande majorité des victimes sont des enfants et des personnes extrêmement vulnérables. Et puis il faut savoir que le premier facteur de risque donc de subir des violences tout au long de sa vie, c'est d'en avoir déjà subi dans l'enfance. Quand on travaille avec la VFT sur les violences sexistes et sexuelles au travail, quand ils posent la question, à 100%, elles ont déjà subi des violences dans l'enfance. Elles sont ciblées. C'est-à-dire parce qu'elles vont avoir beaucoup moins de capacité à se défendre, parce qu'elles vont avoir des troubles dissociatifs, elles vont être beaucoup plus sidérables, en quelque sorte, avec cette sidération qui va entraîner ces troubles psychotraumatiques. Mais le premier facteur de risque aussi de commettre des violences, et de très loin, c'est d'en avoir déjà subi. Donc ne pas aussi identifier, protéger et traiter les petits garçons essentiellement qui subissent des violences sexuelles et des violences physiques très importantes, c'est du coup se retrouver dans une situation où on va avoir continuellement un cycle infernal de violence. Plus de 70% des auteurs de violences, on retrouve des histoires de violences sexuelles dans l'enfance, plus des niveaux de maltraitance. On a une grande enquête aussi de Fulu qui démontre ce lien, qui est un lien mais énorme. C'est-à-dire que c'est pas un petit lien, un petit odd ratio, c'est 25 fois plus de risques de commettre des violences si on a subi des violences quand on est un garçon dans l'enfance, violences sexuelles et violences maltraitance grave. Et c'est pareil, c'est 24 à 25 fois plus de risques de subir à nouveau des violences si on est une fille. Donc là, sur le plan humain, c'est énorme. Je veux dire, si on veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il faut vraiment protéger les enfants. Si on veut protéger les enfants, il faut les identifier. Si on veut les identifier, on ne peut pas attendre qu'ils parlent. Ils ne vont pas parler. C'est essentiellement des personnes qui les connaissent, qui les agressent. Ils sont sous emprise, ils sont sous menace. Ils n'ont pas les mots. Ils vont jamais parler tout seuls, ou très peu. C'est moins du quart des enfants qui peuvent vraiment parler. Donc il faut aller les chercher.
chercher. Donc il faut former tous les professionnels pour rebondir, tous les professionnels qui sont en contact des enfants. Nous, c'est dans le cadre il faut les former à dépister les violences. Toutes les violences, hein, parce qu'il y a un continuum de violences. Il faut aussi dépister les châtiments corporels, les violences, voilà, toutes les formes de violence. Et pour répondre à la question sur le fait, effectivement, la prise en charge en psychotraumatologie peut permettre aux victimes de porter plainte, parce que ça peut permettre d'élaborer un récit qui va être entendable. Quand les victimes portent plainte, vous savez qu'elles sont que 9% à porter plainte pour les victimes de viol et de tentatives de viol, 9% seulement. 70% des affaires sont classées. Quand on regarde pourquoi elles sont classées sans suite, le plus souvent, 70% sont classées, et ensuite, sur les 30% qui restent, il y en a 15%, il y a la moitié qui sont correctionnalisés, et au final, on en a 1% en cours d'assises pour les viols. Quand on regarde les 70% d'affaires qui sont classées sans suite, le plus souvent, le motif de classement sans suite, c'est le fait que le récit de la victime n'est pas utilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les enfants sont trop petits, ça va être classé sans suite. Si les enfants sont handicapés mental, c'est quasiment systématiquement classé sans suite. Si le récit, si ils sont trop traumatisés, s'ils sont trop dissociés, ça va être classé sans suite. S'il y a une prise en charge, il y a beaucoup moins de risques de classement sans suite. Ça, c'est clair. C'est incomparable. Et puis surtout, on va les protéger tout au long des procédures judiciaires. On va monter au créneau pour qu'elles soient pas maltraitées. Ça, j'en ai parlé avec Madame la ministre Nicole Belloubet sur la nécessité de protéger les victimes tout au long, parce que c'est retraumatisant, les procédures judiciaires. Ça augmente de façon très significative le risque de suicidaire. On n'est pas là pour torturer les victimes dans le cadre des procédures judiciaires. Enfin, ça, rien ne justifie ça. Donc, toute cette prise en charge, elle est absolument nécessaire. Je veux dire que là, on est à la fois dans le cadre de l'humain et des droits, du respect des droits de la personne à son intégrité physique et à sa santé. Parce que je veux dire, là, on n'est pas dans les clous. Enfin, je veux dire, c'est une perte de chance, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est une perte de chance monumentale. Enfin, c'est tellement inconcevable. Hein. Mais merci d'être là pour écouter ça. Merci. Je voulais donc rebondir sur quand même ce qui a été fait avec les différents plans et ce qui est prévu avec le premier plan de lutte contre les... Il a fallu attendre 2017 pour le premier plan de lutte contre les violences, de mobilisation et de violences faites contre les enfants, alors que c'est un problème de santé publique majeur, reconnu depuis de très nombreuses années par l'OMS. Hein. Moi, je travaille avec l'OMS, on était vraiment très en retard. Alors déjà, c'est le fait qu'il y ait des référents dans chaque service d'urgence pour les adultes, et du coup qui sont prévus aussi pour les enfants. Dans chaque service de pédiatrie, des référents que l'on forme au ministère de la Santé. Donc ça, c'est déjà un élément quand même important. On les forme depuis 2 ans, et on les forme tous. Et eux, ils peuvent du coup former aussi à l'intérieur de l'hôpital. C'est des sensibilisations, hein, et ils peuvent créer aussi un réseau. Dans le cadre des centres de soins qu'on a prévus, donc ça fait 1 an qu'on travaille avec la délégation générale de l'offre de soins, avec le cahier des charges qu'on pourra, si vous voulez, avec la délégation, vous présenter. Dans le cadre de ce cahier des charges, on a vraiment bien réfléchi justement pour que, surtout, il y ait une prise en charge globale. Donc, qui est aussi de la médecine somatique, qu'on soit aussi en contact avec des urgences possibles. Donc, c'est pour ça qu'au final, on a pensé... Alors, la responsable des hôpitaux psychiatriques a reconnu qu'il fallait surtout pas que ce soit les centres médico-psychologiques, les CMP, les CMPP, et que c'était absolument pas adapté. Donc on va créer... en connexion avec un milieu hospitalier, mais ça peut être à l'extérieur de ce milieu-là quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement à l'intérieur du milieu hospitalier, mais du coup créer ces centres avec aussi, pour répondre aussi, avec un lien avec les associations, c'est-à-dire qu'il y aura une présence des associations. Il y aura aussi une assistante sociale, il y aura aussi une infirmière qui est prévue. On a un cahier des charges très précis qui peut permettre vraiment une prise en charge globale et un lien, puisque ça on en avait parlé aussi avec Madame Belloubet, avec aussi la police, la gendarmerie, la justice, pour que tout puisse se faire dans des contextes très très sécurisés et pour que aussi la prise en charge en urgence qu'on ne soit pas dans la situation que je vous ai décrite, effarante, où c'est à peu près seulement 10 à 20% des victimes qui reçoivent les soins en urgence nécessaires. Et on sait qu'il ne faut pas que ce soit étiqueté trop spécifiquement psychiatrique et que ce soit ni victime. C'est pour ça qu'on appelait ça des soins en psychotraumatologie. Parce que ce qu'on connaît aussi, c'est que la plupart des femmes qui sont victimes de violences, par exemple les femmes adultes, c'est à l'intérieur du couple, les viols, hein, c'est plus de 30% dans le cadre des violences conjugales. Je veux dire que si elles voient sur un relevé
que la personne est allée en psychiatrie, etc., je veux dire, ça se passe très mal. On en avait réfléchi ensemble. Il ne faut pas que ce soit que ça apparaisse, et il ne faut pas aussi qu'apparaisse que ce soit un centre de prise en charge de viol. C'est pour ça que nous, on a choisi un centre dans le cadre des soins en psychotraumatologie. Mais ça a été repris. Hein, là, je veux dire, là, on a l'assurance que les 10 premiers centres, parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est que c'est 100 centres qui sont prévus, et que là, il ne s'agit pas, on ne fait pas une étude où on va avoir un retour et réfléchir si on met d'autres centres ensuite. C'est-à-dire qu'on a décidé, avec la DGOS, de déployer 100 centres. On commence par 10, mais on va continuer. Et les 10 sont prévus pour 2018. Donc ça, c'est vraiment énorme. C'est 10 par an ? Alors peut-être, on ne sait pas. Pour l'instant, là, on va se réunir, mais voilà. Donc ça, c'est... Docteur Salmona, je vous en prie. Oui, alors ça, c'est des éléments aussi que j'ai présentés dans le cadre des mesures que j'ai remises à Marlène Schiappa. En tout cas, il est absolument nécessaire de sécuriser les auditions et toutes les procédures judiciaires, à commencer effectivement par les auditions. Et nous, ce qu'on demande effectivement, c'est que pour les victimes adultes, il y ait effectivement un enregistrement, qu'elle n'ait pas à répéter. Pour répondre à votre question, le fait de répéter ce qui s'est passé va générer des allumages de mémoire traumatique et peut recréer un trauma, particulièrement si c'est pas du tout dans... Enfin, nous, quand on travaille la mémoire traumatique, on sécurise complètement les choses et on fait très attention, tandis que là, ça peut partir. Et le problème, c'est que si la victime, elle s'allume en termes de mémoire traumatique de façon très intense, elle va immédiatement se dissocier. Elle va se déconnecter, donc elle va avoir l'air de ne plus être là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Police, où on voit une jeune fille de 13 ans qui a été victime de viol en réunion, qui a l'air complètement à côté de la plaque, qui a l'air de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on trouve qu'elle est débile, quoi. Elle ne se rend même pas compte que c'est grave ce qui s'est passé et qu'elle n'aurait pas dû accepter ça. Elle est totalement dissociée. Donc une victime dissociée, on va avoir l'impression qu'il n'y a pas d'impact, alors qu'il y a un impact extrêmement important. Donc il faut de toute façon qu'il y ait une évaluation, il faudrait qu'il y ait une évaluation psy. Je veux dire que l'impact est tellement lourd, tellement grave, qu'il faudrait que, exactement comme quand les personnes sont hospitalisées, on ne va pas les auditionner à n'importe quel moment. Il faut que ce soit dans des conditions sécurisées, avec une personne de confiance qui accompagne les victimes, qu'elles soient enfants ou adultes. C'est vraiment absolument nécessaire. Pour les enfants, c'est nécessaire d'avoir des personnes effectivement de confiance avec eux. Les enfants sont extrêmement dissociables, donc ils peuvent se dissocier immédiatement et on peut avoir l'impression qu'ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que là, par exemple, on a travaillé avec Ernestine René sur l'hospitalisation systématique des enfants qui ont assisté à un féminicide, qui ont assisté à la mort, à l'assassinat de leur mère. Je veux dire que quand on a bien fait, parce que je veux dire quand ils sont hospitalisés, je veux dire les enfants qui venaient d'assister, ils avaient l'air d'être complètement, ils jouaient, ils étaient complètement out. Mais ça veut dire qu'ils sont en état de choc traumatique dépassé. Donc il faut être très très prudent. Il faut aussi faire attention de façon très importante aux confrontations, parce que ça vous en avez pas parlé, mais du coup j'en profite. C'est-à-dire qu'une confrontation, être de nouveau confronté à l'agresseur, génère aussi une situation traumatique très importante, avec possiblement une dissociation à la clé. Et il y a de nombreux pays qui n'envisagent pas une seconde qu'on puisse confronter une victime avec son agresseur, et qui organisent le tout en termes de vidéo. Donc, et ça, quand on parle avec les professionnels, que ce soit les gendarmes, les policiers, ils se rendent bien compte que c'est extrêmement violent. Déjà, ils sécurisent comme ils peuvent ces confrontations. Et donc ça, il faudrait vraiment faire très attention tout au long, même pendant les cours d'assises aussi. Il y a plein de pays aussi qui se séparent. Voilà. Donc d'assurer absolument cette protection et d'avoir aussi, parce que quand on forme les magistrats, je forme donc les magistrats, c'est vrai que leur expliquer comment fonctionne la mémoire traumatique et comment fonctionne la dissociation, du coup ils se rendent compte aussi que souvent ils ont pu être totalement sans le vouloir maltraitants, parce que je veux dire ils se rendent même pas compte que la personne est dissociée en face et qu'en fait elle est extrêmement traumatisée et qu'au final moi les seules victimes, je prends en charge énormément de victimes de viol depuis plus de 20 ans.
Les seuls qui ont fait des tentatives de suicide pendant la prise en charge, normalement, une prise en charge, on évite toute tentative de suicide, ça s'arrête. Les seuls qui ont fait des tentatives de suicide, dont certaines très graves, ce sont celles qui sont en procédure judiciaire. C'est pas possible. Popo, une question très technique. Est-ce que donc j'imagine que dans ce cadre-là, la possibilité, l'hypothèse que l'on supprime, qu'on nous en a parlé, les box dans l'enceinte des tribunaux pour séparer les victimes des agresseurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cela est peut-être traumatique ou dommageable sur le plan psychique pour les victimes? Il y a des menaces, oui. Là, on peut se retrouver en situation, effectivement, de proximité, possiblement, en situation de contexte direct. Pour vous donner juste un exemple, là, qui a été récent, puis il va de nouveau y avoir le procès en appel du violeur en série, dit l'électricien, qui a fait au moins 70 victimes, enfants, de viol, et on pense 200, enfin, ceux qui ont fait l'enquête 200. Je veux dire, moi, j'ai été présente lors de la cour d'assises. Quand il est arrivé, il a repéré immédiatement les 13 victimes de viol et il les a regardées d'une telle façon que je tenais la main de ma patiente. Elle est devenue extrêmement froide. Elle était dans un état de stress extrême. C'est-à-dire qu'il faut les protéger du regard, il faut les protéger. Il faut pas qu'elles soient en contact direct, sinon elles sont retraumatisées. Et du coup, en plus, c'est très efficace pour l'agresseur parce que s'il fait ça, je veux dire que la victime, elle est retraumatisée. Quand elle va passer à la barre, elle va être complètement déconnectée. Elle va perdre pied, quoi. Elle va perdre ses capacités. Donc il faut les protéger absolument. Et puis il y a les menaces, parce que ça c'est vraiment fréquent. Par exemple, les viols en réunion, c'est effarant, où il y a des menaces de mort. J'ai une patiente, on lui a lancé une chaussure pendant la procédure, pendant la cour d'assises. Enfin, je veux dire, il faut vraiment penser au danger que courent les victimes. En fait, au moment du viol, donc le viol c'est un acte criminel avec une volonté qui n'a rien de sexuel, qui a une volonté de détruire la victime. La victime se retrouve dans un état effectivement de réponse émotionnelle très importante par rapport au danger qu'elle court, et puis surtout avec un état de ce qu'on appelle de sidération psychologique qui est lié au non-sens absolu, au basculement que représente ce passage à l'acte, au fait qu'elle est extrêmement menacée. Enfin, souvent les victimes décrivent le regard de tueur de l'agresseur, et elles vont se retrouver, et ça se voit sur les IRM, dans un état de paralysie psychique totale, parce que je veux dire, humainement parlant, tout est dépassé en quelque sorte, c'est comme une sorte de non-sens total, d'incohérence totale et de terreur totale. Et elles vont se retrouver, le fait qu'elles se retrouvent paralysées psychologiquement et paralysées physiquement, va faire qu'elles ne vont pas pouvoir s'opposer, qu'elles vont pas pouvoir crier, qu'elles vont pas pouvoir fuir ce qu'on leur demande, mais parce que ça c'est logique, et que dans l'ensemble c'est plus de 70% des victimes adultes qui ont cet effet de sidération totale, et c'est quasiment 100% des enfants qui sont d'autant plus sidérés que ça a aucun sens pour eux et que c'est totalement terrorisant. Et le fait qu'il y ait cette sidération, ça empêche de contrôler la réponse émotionnelle, qui du coup va monter comme un tsunami en fait émotionnel, avec des productions d'hormones de stress, adrénaline et cortisol tellement élevées que ça peut provoquer une mort par arrêt cardiaque, ça c'est très bien décrit, et ça entraîne des atteintes neurologiques très importantes, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 30% de certaines structures du cerveau, comme l'hippocampe, qui peuvent être détruites à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme de sauvegarde exceptionnelle qui se met en marche dans le cerveau, qui n'est pas lié à la victime, c'est pas elle qui le met en marche, ça se met en marche dans son cerveau, qui va faire disjoncter le circuit émotionnel pour en fait empêcher la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, et qui va isoler la petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui produit ça. Et cette disjonction va entraîner ce qu'on appelle la dissociation traumatique, c'est-à-dire que d'un seul coup, les victimes vont être complètement anesthésiées, déconnectées, dépersonnalisées, et vont être un peu comme sur mode automatique. Et du coup, ça va aussi permettre cette dissociation va faire que la victime va être immédiatement, en quelque sorte, sous emprise de l'agresseur, qui peut faire ce qu'il veut d'elle. C'est-à-dire qu'elles sont déconnectées.
elles sont dissociées. Et tant que la victime va être confrontée à l'agresseur, elle va rester dissociée. Ce qui fait qu'une victime, quand elle est agressée, violée par quelqu'un de proche, qu'elle va voir continuellement, elle va rester continuellement dissociée quand elle est dans cet état de survie. Et au moment de la dissociation, ce qui se crée aussi, c'est donc la fameuse mémoire traumatique, c'est-à-dire que le circuit de la mémoire est aussi interrompu, et du coup, la mémoire de ce qui est en train de se produire à partir du moment où ça a disjoncté ne va pas être intégrée en mémoire autobiographique, va rester telle qu'elle, et va réenvahir la victime ensuite à revivre les mêmes choses. Donc en fait, je veux dire, le fait de comprendre les phénomènes de sidération et de dissociation, ça permet de répondre à toutes ces questions sur la question du consentement. Je veux dire que quand on est sidéré, je veux dire, on ne peut pas s'opposer de façon claire, et l'agresseur le sait, puisque lui, il va tout faire pour sidérer la victime. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour vraiment la surprendre, pour la terroriser de différentes façons, et la faire basculer. Et puis, ça explique aussi, parce qu'on demande souvent des comptes aux victimes, c'est pourquoi vous êtes resté si longtemps. Pourquoi, alors que vous étiez violée dans le cadre de votre couple, vous êtes resté 10 ans, 20 ans, parce qu'elles étaient sous emprise. On m'a posé la question aussi sur BFM TV, pourquoi les 13 enfants étaient restés, je dirais, ils étaient dans un état de traumatique dépassé, ils étaient en mode automatique, et quand on est en mode automatique, quand on est dissocié, on n'a plus la capacité de se défendre. Bien entendu, les enfants vont disjoncter, vont se dissocier extrêmement facilement. Et ça, là, c'est vraiment, ça c'était un bug de notre loi, qui n'est pas d'âge de consentement légal, en dessous duquel il y a une présomption irréfragable de non-consentement. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas consentir à quelque chose qu'il ne connaît pas et qui va en plus être extrêmement impactant sur sa santé. Oui, donc je voulais redire que quel que soit l'âge de l'enfant, quelle que soit la stratégie de l'agresseur pour l'approcher, le passage à l'acte est extrêmement traumatisant. Il est traumatisant tout simplement parce qu'il y a intention de lui nuire. Et que ça, l'enfant, même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il a une amygdale cérébrale qui est une structure archaïque qui s'allume, mais de façon phénoménale, parce que là, il se passe quelque chose d'anormal. Quand il sait que c'est anormal. Non, justement. C'est-à-dire qu'un bébé que l'on agresse, il est traumatisé, même s'il ne comprend rien à ce qui s'est passé, parce qu'il a une structure qui en fait, va répondre au danger extrême qu'il a subi, même s'il ne comprend pas. Vous savez, cette structure, elle s'allume avant même qu'on ait compris ce qui nous est arrivé. S'il y a une situation... Aucune preuve. Bon, bien sûr que si. Bon, en tout cas, et puis juste pour dire que les amnésies traumatiques dissociatives font partie de la définition de l'état de stress post-traumatique. Il y a 40% environ dans toutes les études d'amnésie traumatique. Donc ça, c'est un phénomène absolument connu. Et surtout, justement, par rapport à cette fameuse amygdale cérébrale, ça veut dire que même en situation, longtemps, on a cru que les enfants, puisqu'ils ne se rappelleraient pas, puisqu'ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas traumatisés. On sait que maintenant, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont petits, plus le traumatisme est gravissime et plus les conséquences à long terme sont très importantes. Il y a une étude prospective de Felitti et Anda qui est énorme sur 17 000 personnes qui montre les conséquences à très long terme de toutes les violences. Et plus les violences ont eu lieu tôt, plus elles ont eu lieu dans un cadre en plus familial, plus les traumatismes sont lourds et importants. D'où la nécessité de protéger et de comprendre effectivement tous ces mécanismes. En tout cas, il faut soigner.